Régional. Donc notre région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas si le son est bon. Et donc je suis là pour introduire la conférence sur l'innovation de ce matin, pendant une petite heure. Pour vous dire simplement que la Fédération française du paysage, je pense que vous connaissez, c'est l'association qui rassemble les paysagistes concepteurs en France, qu'on est à peu près 800 en France et une centaine dans notre région. La profession, elle est face aux urgences, comme on l'a dit dans le titre. Elle est face à quoi? Elle est face au changement climatique. Elle est au cœur de la transition écologique. On a devant nous le zéro artificialisation nette. On a des nouveaux risques d'inondation, de sécheresse qui s'accumulent pour les territoires. Des questions d'effondrement de la biodiversité, l'agriculture qui se remet en question et le développement des énergies renouvelables qu'il faut intégrer. Donc on est à la fois au cœur des problématiques parce qu'on les subit, toute la filière, et en même temps, je pense qu'on est tête de pont pour construire des solutions auprès des populations, des élus, avec vous, avec les entreprises et les fournisseurs. Et donc la question de l'innovation, elle est au cœur de ce challenge, puisque derrière tout ça, on a des contraintes budgétaires, on a de l'inflation, et on a donc une démocratie qu'on doit respecter, faire vivre pour que les projets soient acceptables, voire même qu'ils soient co-construits. Donc comment faire face à ce challenge, à tous ces enjeux très importants? L'innovation fait partie on va dire, de la réflexion, évidemment. L'innovation au sein de la filière. On est des concepteurs et on s'appuie sur l'innovation des entreprises et des fournisseurs. On vous a mis une petite image qui est celle d'un rétroviseur, puisqu'on ne peut pas innover sans regarder ce qui se pratiquait quelques années avant, voire quelques siècles. On a besoin de regarder derrière pour avancer. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est la seule solution pour être véritablement solide dans nos propositions. Et l'innovation, c'est parfois des innovations de rupture, c'est-à-dire qu'on invente quelque chose, un téléphone portable, voilà, Nokia, qui sort un téléphone portable qui aujourd'hui fait rire, mais qui était à l'époque une innovation importante. Et ensuite, l'innovation, elle passe plutôt par des innovations pas à pas, où on améliore et on construit finalement des solutions de plus en plus adaptées aux problématiques. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à une première innovation qui a été remarquée et qui a reçu le palmarès du paysage de la part de la Fédération française du paysage. Si tu veux t'avancer. Donc il s'agit d'un projet à Grenoble que va nous présenter le concepteur. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la FFP et à Paysalia. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Moi, c'est Mathieu Lucas, je suis paysagiste concepteur à Paris. Je vais vous présenter ce projet de conception-réalisation pour un exercice de préfiguration sur un espace public à Alpes-Congrès. On nous demande de travailler sur un projet temporaire pour activer une place pendant 6 mois. Et dans le groupement dont je suis mandataire, on a les architectes PIC, les ingénieurs structographes, un collectif d'artistes ici même, ID Verdé que vous connaissez j'imagine, Urbasens Thomas Bure est avec nous aujourd'hui, et Art Composite. Alors, on est où à Grenoble? On est dans le sud de la métropole. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le très beau parc de Corajou ici. Et puis on est au sud de la métropole, un territoire un peu décousu. Et c'est un espace minéral coincé entre le Palais des Congrès, la patinoire et un grand centre commercial. On arrive sur site et on découvre un espace très 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 minéral. Il y a quelques beaux pins au fond, mais c'est surtout un espace traversé, assez loin des quartiers résidentiels. Le grand centre commercial draine beaucoup de passages, mais personne ne s'arrête sur la place. Et puis, on a une patinoire à côté, mais là aussi, par exemple, quand les mamans amènent les enfants à la patinoire, elles se réfugient dans la voiture pour attendre que l'heure de patinoire soit finie. Un espace très minéral à Grenoble, c'est compliqué. On sait que toutes les villes de l'arc alpin manquent déjà d'eau, que Genève, Grenoble, Annecy, Turin vont être des villes qui vont voir une augmentation de température particulièrement importante. Donc, comment on travaille sur ces grandes esplanades minérales?
En étant loin des quartiers résidentiels, on se dit que l'enjeu de préfiguration, d'activation, il n'est pas tant sur la construction d'usage ou de ramener les habitants, mais on s'est donné comme exercice de modifier immédiatement les températures sur la place et de transformer un lieu de passage en un lieu où on peut s'arrêter, en un jardin, où on retrouve de l'ombre, des arrêts, de la fraîcheur. Il y a un autre aspect qui est que ce territoire-là, du sud de la métropole, est en plein bouleversement. Quand on regarde la grande plaine alluviale de Grenoble, on voit qu'il y a beaucoup de fils d'eau, hein, évidemment, et que tous ces fils d'eau ont complètement disparu. Ils ont été enterrés au fur et à mesure de l'urbanisation pour devenir, comme d'habitude, les canalisations ou qui sont disparus sous les voiries. Et quand on redessine les grandes structures paysagères de Grenoble, on a le centre-ville historique, on a ces grandes traversées qui traversent toute la plaine, hein, issues du réemploi de voies de train. On a les grands campus que vous voyez, le village olympique, qui ont une trame arborée particulièrement importante. Et puis dans toute cette plaine, vous voyez donc le Verderet, ces petites rivières qui sont particulièrement enterrées. Elles connectent beaucoup de poches de parcs existantes. Et Grenoble a le plan Grand Table qui vise à transformer tout le sud de la métropole en une ville campus où on retrouve de grandes surfaces arborées, on retrouve une qualité de vie, on retrouve de l'ombre. Et l'exercice de préfiguration doit s'intégrer dans ce développement-là en devenant le premier signal de la transformation de tout ce territoire. On s'intéresse du coup beaucoup au confort climatique, aux températures, où est-ce qu'on a l'impression, où est-ce qu'on ressent une sensation de confort. Et sur ce diagramme, on voit que la zone de confort, elle est entre 20 et 25 degrés. Et que cette zone de confort, elle peut être augmentée en fonction de la température, en fonction de la vitesse du vent et en fonction de l'humidité. Donc c'est toujours une alliance entre l'humidité, vitesse du vent et température. Donc on va essayer, sur cet espace minéral, de travailler ces variables-là. On dessine assez rapidement l'ombre portée des arbres existants. Donc ça, c'est l'ombre au 21 juin des arbres sur la place, qui, en fonction de leur canopée, dessinent déjà différentes zones, des zones qui sont déjà ombragées mais qui ne sont pas du tout utilisées, des zones minérales où il va falloir intervenir prioritairement. Et on a un exercice très contraint parce que c'est un exercice de projet temporaire. On a 200 000 € de budget de travaux, ce qui nous oblige à être extrêmement précis sur les dispositifs qu'on met en place, extrêmement sommaires. On met en place 3 dispositifs. Le premier, c'est retrouver de la végétation. Et on va installer 130 jeunes arbres sur la place, j'y reviendrai, installer en alignement un plan d'implantation des arbres qui est directement issu des points d'arrosage qui sont disponibles sur la place. On va installer des mobiliers, notamment là où l'ombre est présente, mais très peu utilisée. Et on installe une grande canopée, un vélum, qui vient recoudre les 2 parvis, qui sont pour l'instant coupés sur la route, et offrir 1000 m² d'ombre. Vous voyez en coupe, on essaye d'être très opportuniste. Donc le vélum s'installe parce qu'on peut l'accrocher sur la patinoire. Les pépinières, les arbres temporaires s'installent parce qu'on peut se brancher sur l'arrosage. Ça donne un espace qui, au lieu d'une grande esplanade minérale, devient un espace où on peut déambuler, avec des lieux protégés de la circulation, avec des assises, et réaliser, ça donne ça. Donc je vais revenir sur ces 3 composantes, les arbres, la canopée, les bancs. Les arbres, on est sur un projet temporaire. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on prend les arbres en pépinière, on assume le côté jeune de l'arbre, on le plante hors sol, on le fait s'habituer aux températures un peu plus rudes de la place, et puis ils vont être redistribués sur d'autres projets de Grenoble, au terme de l'expérimentation. Ça donne ça, l'enjeu c'est de maintenir l'humidité au sol, donc c'est des grands arbres en bac, installés dans des jardinières assez sommaires, dans lesquelles on plante des semis qui vont permettre de conserver au pied beaucoup d'humidité. Et puis on les installe pour créer des chambres, pour créer des lieux où on peut s'arrêter, des lieux où on peut venir déjeuner, des lieux où on peut profiter de l'ombre. Sur les bancs, même exercice, on n'a pas d'argent du tout et on cherche vraiment à ce que toutes les composantes du projet soient en réemploi. On travaille avec les carrières de Villebois, donc c'est une carrière à 2 heures de Grenoble.
Et on va utiliser les dernières coupes de pierre. Quand on tranche une pierre, il y a toujours une coupe qui est jetée. Et on va en carrière chercher un peu les pierres qui nous intéressent et ils nous les vendent à prix au poids, quoi. Ces pierres-là, on les retourne, on les installe sur des supports et on les installe à différents lieux de la place. Et c'est pareil, ces bancs-là sont maintenant en train d'être redéplacés à d'autres endroits de la métropole. Et puis il y a ce grand vélum dessiné par les architectes Pix, donc un travail où, avec peu de moyens, on a réussi à déployer de grandes quantités d'ombre. C'est un vélum en toile agricole, donc c'est de la toile qu'on voit, oui, c'est ça qu'on voit sur les serres de tomates. C'est une toile productive, installée en lais verticaux pour pouvoir résister au vent. Elle permet du coup de couvrir une grande partie d'asphalte. Elle permet de créer un point un peu singulier qui est un peu le point où il y a le plus de passages. C'est un arrêt de bus, c'est là où les scolaires s'arrêtent avant d'aller à la patinoire. Et donc on installe un banc tout à fait particulier à cet endroit-là, et ça devient un peu le nouveau point de référence de la place. Et ce qui était un peu inattendu, ou ce que ce dispositif a aussi produit, c'est que ces grands laits verticaux bougent dès qu'il y a la moindre brise. Et donc cet exercice-là, ça a été aussi pour nous révéler, donner à lire toutes les brises qui passent sur la place, et de la vie des gens qui étaient sous le banc, voir le vent, comprendre ses directions, comprendre ses intensités, voir cette espèce de code-barre en permanence mouvant au sol, renforce l'impression de chaleur. On sait qu'on est au milieu du vent parce que cette toile bouge en permanence en fonction des brises qui passent. Et ce jardin, on a appelé jardin bioclimatique, jardin expérimental, c'est aussi un jardin de mesure. On a souhaité objectiver la capacité de rafraîchissement du dispositif. Donc on a travaillé avec Urbasens qui a installé plusieurs types de capteurs. 3 capteurs, des capteurs caméléo pour la concentration en particules fines, des mini-stations météo qui ont permis de mesurer la température de l'air et la température radiante, et des tensiomètres pour le taux d'humidité dans les sols. Tout ce système de capteurs a permis d'être très précis sur l'arrosage, notamment dans les périodes de canicule. On a été confronté à des arrêts préfectoraux qui nous empêchaient, par exemple, d'arroser les couvre-sols, et on a pu doser très finement l'arrosage sur les jeunes arbres, presque en temps réel. On a pu calculer la température de l'air et la température radiante. Donc, en sortant, voilà, en essayant d'objectiver un peu dans ce moment où il y a une grosse boîte à outils, mais c'est un peu compliqué d'être sûr des effets produits par nos dispositifs. Par exemple, on se rend compte que la végétation a un effet significatif sur la température de l'air, mais peu d'effet sur la température radiante. Inversement, que l'ombre va jouer beaucoup plus sur la température radiante, mais assez peu sur la température de l'air. C'est l'inverse. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'UTCI, l'Universal Thermal Climate Index, qui est une combinaison de la température de l'air, du rayonnement, de l'humidité et une vitesse du vent. Et c'est cet indice-là qui indique la capacité de rafraîchissement, de confort thermique du dispositif. Donc on l'a calculé pour le jardin à différents moments de la journée. Et ce qui ressort, c'est que le vélum associé au végétal a permis de gagner presque 4 degrés sur la place. 4 degrés l'été en ressenti, c'est très important. Alors qu'on parle beaucoup de végétalisation comme procédé, c'est évidemment du bon sens, mais tant qu'il n'y a pas d'ombre, une végétalisation de strate basse, un changement de surface a assez peu d'effet immédiat sur les températures ressenties. Tu me dis si je dis des bêtises, hein. Et donc, ce qui est le plus marquant, c'est, vous voyez le candélabre qui est notre zone de mesure test, l'îlot 1 qui est juste végétalisé, et le vélum. Le plus marquant, c'est que ce grand voile a permis de supprimer complètement le nombre de journées avec un stress thermique très élevé, et de réduire considérablement le nombre de journées avec un stress thermique élevé. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ces mesures-là? Ce travail d'objectivation, il sert énormément à la ville, parce qu'elle a besoin de retour sur ses investissements.
elle a besoin d'être sûre des dispositifs qu'elle met en place. Et ce sont devenus des vrais outils de promotion de ces dispositifs-là pour la métropole. Et maintenant, on cherche avec eux à déployer ailleurs, sur d'autres sites où c'est compliqué de végétaliser, sur dalles, sur des espaces historiques, c'est ce type de rafraîchissement. Et puis ce jardin était aussi un jardin d'activation. Le collectif ici même a travaillé sur toute une série d'événements autour de l'îlot de chaleur, de travail de ressenti, des conversations sur ce banc, et a permis de façon plus sensible de collecter la parole des habitants, leur retour, avec un retour très positif de beaucoup de gens qui déjeunaient soit dans leur voiture, soit dans ce grand centre commercial, qui ont redécouvert la place, de scolaires qui profitaient pleinement de la place avec les usages de la patinoire, le café qui veut désormais s'étendre sur la place. Voilà, une place qui ne voyait que des gens passer dessus, a permis aujourd'hui de trouver des temps d'arrêt et une multiplicité d'usages. Je vous remercie. Questions? On fait des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une interrogation, c'est sur la mesure, enfin l'incidence du bruit, parce qu'on est sur une place. Alors, on voit qu'il y a des effets très positifs sur l'ambiance climatique. Et souvent, ce qui est gênant aussi dans ces zones, c'est le bruit. Est-ce que vous avez réfléchi ou mesuré pour travailler sur ce facteur de confort? Alors, on n'a pas mesuré. On a travaillé avec je pense que la végétation jeune, à ce stade, n'a pas un vrai impact, n'est pas assez développée pour avoir faire une vraie paroi sonore. Par contre, on a tenu à créer ces lieux où on est protégé de la végétation, en travaillant avec tout le parvis est en pente, et la topographie légère de ces îlots permet, quand on est sur la place, de ne plus lire du tout la présence des voitures et de ne voir plus que les montagnes au lointain. Et ça, c'est plus du sensible, c'est plus du ressenti, mais ça a permis de débrancher un peu ce parvis de la voiture. C'est-à-dire qu'on entend toujours à peu près le même bruit, mais on ne le perçoit pas de la même manière parce qu'on ne voit pas l'origine du bruit, quoi. Voilà. Bonjour, merci. En tout cas, c'était un super projet. Moi, j'habite à côté, j'ai bien apprécié. Et par contre, je me demandais, dans la conception du projet, si le fait que les pots soient hors sol, merci, enfin mis hors sol, est-ce qu'il y avait une prise en considération du gel des pots, par contre? Parce qu'au moins, tous les arbres, il y a la moitié qui est enterrée, la moitié qui est à l'air. Peut-être pour les arbustes, je me souviens plus aussi. Donc c'est juste pour savoir si juste le fait d'avoir mis de la terre sur la moitié des pots était suffisant pour contrer le gel, en fait. Qu'est-ce que je peux... Ils ont passé l'hiver sans problème. On a arrêté l'arrosage et puis on a vraiment bossé avec les pépinières soupes et idées verdées pour optimiser les hauteurs de terre, les sous-couches sous la terre, parce qu'on les a protégés de la dalle minérale, le paillage qui est important dans les pots et dans les espaces de strate basse, pour qu'on s'assure qu'il y ait un peu d'inertie malgré tout. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être? Monsieur Bonnet. Oui, je voulais juste savoir, peut-être que tu l'as dit, le projet va durer combien de temps en termes de délai? Alors, la commande, c'était 6 mois. Elle est passée à 18 mois. Les arbres, si vous allez sur Google Maps, ils sont encore là. Ils sont mappés. Là. La canopée a été démontée parce qu'elle n'a pas été dimensionnée pour l'hiver. Et on est en train de voir comment la remonter. Et maintenant, ce qui se lance, c'est un programme de pérennisation des installations. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à une végétalisation pérenne de l'ensemble de la place.
Ok, merci. Une question encore, peut-être? Un commentaire. Merci. Non, une question. Ce magnifique projet a été primé plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu des opportunités de faire des répliques ou de l'adapter dans d'autres contextes, d'autres situations? C'est en cours. Et on n'a pas de site identifié, mais là, on discute avec la ville de Grenoble parce qu'il y a énormément de ces zones-là en attente, soit d'un grand projet qui va prendre 4, 5, 10 ans, soit des espaces techniquement compliqués à végétaliser. Et oui, on est en train les architectes sont en train de travailler sur une forme de reproductibilité du dispositif. Pour l'instant, c'est encore sur mesure, accroché à la patinoire. Et on est en train de voir comment travailler sur un objet qui peut se déployer de façon beaucoup plus opérationnelle. Des questions, félicitations, commentaires? On va passer la parole du coup à Xavier Bonnet pour la suite de la conférence. Allez, je te prends. T'as le bip? Le bip? Ouais, super, merci. Bonjour. Donc Xavier Bonnet, paysagiste concepteur et membre de la Fédération française du paysage. Je suis délégué régional Auvergne au sein de la région donc, que Cédric vous a présentée, c'est-à-dire Aura, Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Donc intervenant pour la Fédé bénévolement. Alors aujourd'hui, moi je ne viens pas vous présenter un projet, je viens plutôt présenter une démarche qu'on souhaitait mettre en place en fait pour Paysalia et avec Paysalia, donc G11 et éventuellement l'UNEP, même certainement l'UNEP. Et peut-être pour introduire le propos, je vais juste rebondir sur l'objectivation qu'évoquait tout à l'heure Mathieu. C'est un peu dans la même démarche. Notre idée, c'est de se dire que l'innovation, elle est toujours intéressante, mais des fois, elle n'est pas objectivée. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des retours, ce qu'on appelle des retours d'expérience. Et l'objet de cette démarche, c'est de pouvoir objectiver et de vérifier la qualité d'une innovation dans le temps. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir revenir ici dans 2 ans avec une mesure sur des innovations. Et avant de commencer, je vais essayer de vous raconter une petite histoire, parce que ça va bientôt être l'heure de déjeuner, donc je pense qu'il faut qu'on se détende un peu. Et donc en 2008, j'ai réalisé un projet sur Clermont-Ferrand, enfin autour de Clermont-Ferrand, parce que je suis basé à Clermont-Ferrand. Et à l'intérieur de ce projet, on avait prévu, comme dans beaucoup de projets publics, on avait prévu des corbeilles, de simples corbeilles. Voilà, on a fait appel à un fabricant qui est venu les installer avec une entreprise. Et puis, une période de garantie commence, démarre, une fois que le projet est réceptionné. Et 2 semaines après, le maître d'ouvrage m'appelle affolé, il me dit « on a un problème ». Ah, je dis ça commence mal. Il me dit « oui, on a un problème sur les corbeilles ». Ah, alors donc, à chaque fois que le gestionnaire prend le sac des corbeilles, il y a une quinzaine de corbeilles installées sur le site, chaque fois, ça déchire le sac. Alors je dis oui, en effet, il y a un problème de conception, ni plus ni moins un problème de conception. J'appelle le commercial de l'entreprise, que je ne nommerai pas pour l'instant, et puis on se rend sur site, on constate, je fais venir l'entreprise qui est installée, donc une entreprise de paysage qui a installé les corbeilles, comme quoi les paysagistes font vraiment un peu tout, et puis on constate le problème avec le commercial. Et l'entreprise dit, moi j'ai un serrurier, il va pouvoir nous réparer ça, on va peut-être trouver une solution. Moi, je pars au bureau, je dessine quelque chose d'assez rapide, on trouve une solution, elle est mise en place, on fait un test, ça fonctionne, on fait ça aux 15 corbeilles. L'industriel dit, ok, moi je reconnais mon erreur, et puis il finance la réparation de ces corbeilles. Voilà. Alors ça pourrait en rester là, sauf que cet industriel, il a joué le jeu. Aujourd'hui, cette corbeille, c'est dans son catalogue la corbeille la plus vendue au monde. Il a modifié sa ligne de production parce que, en fait, on lui a fait un retour sur l'expérience. C'est-à-dire qu'au départ, il n'avait jamais testé son produit. Et c'est des fois un peu le problème qu'on a sur des innovations techniques, c'est que, ou techniques ou technologiques, ou peu importe, un système d'innovation, c'est qu'il est testé dans des conditions qui ne sont pas forcément réelles. Voilà, on fait un petit test à côté de l'usine, on fait un test à côté sur un bout de terrain, mais en fait, on la confronte pas à la pratique de tous les jours. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait faire, dans cette idée-là, pour éviter ce genre de problème, c'est de créer en fait une coalition, un partenariat avec
les inventeurs, les innovants, les entreprises qui innovent, les startups, qui, en fonction des produits qu'elles mettent en place, qu'elles inventent, c'est de se rattacher avec les Paysalia Innovation Awards. Donc c'est de pouvoir créer un partenariat entre une entreprise, un industriel innovant, un concepteur paysagiste et puis un maître d'ouvrage. Alors maître d'ouvrage ou client, hein, maître d'ouvrage c'est plus pour la partie publique et puis client, on va dire que c'est plus pour la partie privée. Et donc l'idée c'est de s'inspirer et d'utiliser en fait, de retenir un des élus au Paysalia Innovation Award. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les prix ont été remis hier. Et d'avoir un paysagiste concepteur. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un partenariat de la filière paysage de façon telle à pouvoir, s'assurer que les innovations qui sont promues dans le métier sont réellement efficaces, sont réellement utiles et peuvent nous permettre, en fait, à tous de progresser. Donc l'idée, c'est de partir sur une convention qui serait quadripartite, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, une innovation, un brevet, un paysagiste concepteur FFP, une entreprise, une EP, et puis un maître d'ouvrage et un client. Voilà. Et donc, par le biais d'un projet en fait simple, en milieu naturel, un projet urbain, peu importe, de s'appuyer sur l'innovation qui a été retenue au sein de Paysalia, et puis de la mettre en œuvre par une entreprise. Et le maître d'œuvre, donc le paysagiste concepteur, s'engagerait en fait à suivre cette innovation et à vérifier qu'elle est soit conforme, que s'il y a des problèmes, on en réfère à l'industriel. Et en fait, on fait évoluer le projet et le produit. Et l'idée, c'est de revenir à chaque fois, tous les 2 ans, au salon pour présenter le retour. Voilà. Donc ça, c'est la démarche qu'on souhaiterait mettre en place et qu'on va mettre en place aujourd'hui. Et donc pour ce faire, donc parmi les 3 lauréats des Innovation Awards, il y a l'entreprise Capilum, donc, qui est représentée ici avec James. Si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de souci. L'entreprise Palandre, Jacques Palandre, si tu veux aussi nous rejoindre, donc l'entreprise UNEP, donc qui va travailler sur le projet. Et puis, on a réussi à obtenir un client, ou en tout cas un maître d'ouvrage assez conciliant, qui est le conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui a bien voulu également rejoindre l'affaire. Et puis là, je change de casquette, parce qu'en fait, au final, quand on a des fois une idée, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Quand, à l'époque, à la Fédération française du paysage, j'ai présenté l'idée au sein du CA, tout le monde était super enjoué en me disant « Ouais, c'est une très bonne idée, Xavier, c'est vraiment très très bien ce que tu fais, c'est super bien. » Puis après, j'ai dit « Il me faudrait me prêter main forte. » Puis là, c'est toujours un petit peu plus embêtant dans les associations parce qu'on se regarde un peu tous le nombril ou on se regarde les chaussures et puis il n'y a plus personne. Et ça, c'était en 2021, quand moi je suis venu en 2021 à Paysalia. Donc j'avais eu cette idée-là. Et on a tout doucement, on a avancé, et puis on a réussi à monter ça. Alors, il s'avère que moi je suis membre du jury des Paysalia Innovation Awards. C'est un coup de chance parce que j'ai été contacté en juin ou juillet l'an dernier, donc cet été, pour faire partie de ce jury. Et en fait, ça m'a permis de raccrocher mon idée. J'ai proposé ça à l'UNEP et elle a dit oui, pourquoi pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout est en train de s'écrire. On va créer ce projet-là, on va créer cette convention. Elle est en train d'être écrite par l'UNEP. Et moi, j'ai proposé en fait de retenir une entreprise, donc Capilum, de retenir une entreprise de réalisation, donc Palandre, pardon, Jacques Palandre Paysage. Et puis moi, ma casquette de paysagiste concepteur cette fois, donc plus associatif, mais entrepreneur aussi. Donc à 3 paysages. Donc sur un projet qu'on va réaliser dans les prochains mois, hein, Jacques, je ne me trompe pas. Et puis on va pouvoir utiliser en fait un nouveau produit qui vient de sortir, ou qui va presque sortir. Et je vais d'ailleurs passer la parole à James qui va nous présenter un petit peu ça. Et donc son produit est arrivé numéro 2. Moi je me souviens, j'ai analysé 40 dossiers à peu près donc, sur les Paysalia Innovation Awards. Et très très vite, il est ressorti dans le... Je ne vais pas me mentir, mais il est ressorti dans le top 3, le top 5 même, top 5. Et on a tous été d'accord, hein, on était une vingtaine de membres. Il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des retraités, il y a des journalistes. Et on est tous à peu près tombés d'accord sur l'ordre des choses. Alors, je fais une petite aparté, et comme quoi j'espère que ce projet ira au bout, et en tout cas cette démarche ira au bout, c'est que il s'avère que Capilum, c'est un petit peu mon voisin, ils sont juste à côté de Clermont-Ferrand, donc c'est pas pour ça que je les ai choisis, mais vraiment parce que je crois un petit peu en leur projet.
Et juste pour introduire l'idée du produit que va nous proposer James, il y a quelques années, pour ceux qui connaissent les paysagistes concepteurs, il y a Michel Pénat, paysagiste d'autres renommés, qui nous avait présenté un produit aussi sur du paillage. Voilà, je l'ai dit, sur du paillage. Et il nous avait dit, voilà, une entreprise qui innove. Alors moi, je suis pas, alors je vais pas donner son nom de cette boîte, mais c'est vrai que c'est un produit qui est intéressant. Et aujourd'hui, si Michel était là, je lui dirais, tiens, Michel, j'ai presque sa concurrence, donc je viens de présenter Capilum. Vous verrez, l'intérêt de Capilum, il est assez, c'est le cas de le dire, désopilant par rapport à sa façon de produire les choses. Je vous laisse la parole à James. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Alors moi je suis extrêmement honoré pour notre première participation au salon d'être lauréat Innovation Award. Alors Capilum finalement, qu'est-ce que c'est? On est la première filière de recyclage des cheveux. On recycle les cheveux des salons de coiffure. On a un peu plus de 4200 salons de coiffure partenaires en France. C'est une innovation mondiale. C'est de la fabrication française, je suis très fier de le dire. On a déposé 4 brevets, dont 2 en extension internationale, notamment sur ce produit. Donc là, j'ai un échantillon, mais je vous invite à venir nous voir donc en Hall 4, L30. Voilà, allez, L30, vous verrez la grosse bobine mère que l'on a réalisée à partir de vos cheveux. Et en fait, on a créé un produit de paillage qui s'appelle Capinea, qui permet de limiter de plus de 50% les arrosages, parce qu'on sait ô combien l'eau est une ressource extrêmement importante à préserver, qui permet, qui plus est, de favoriser de plus de 40% la croissance des plants, parce que oui, dans nos cheveux, il y a également de l'azote. Donc on arrive, tout en diminuant l'arrosage, à favoriser la croissance des plants, donc pour différents acteurs. Alors bien évidemment, on peut penser certes aux particuliers, mais aussi aux paysagistes, aux maraîchers, aux horticulteurs. On travaille aussi avec les villes, les collectivités, de plus en plus avec les forestiers, parce qu'on arrive avec aussi un décalage de performance par rapport à l'existant. Parce que le cheveu, en plus d'avoir toutes les allégations du paillage, il permet aussi d'agir comme un répulsif naturel face du coup aux ravageurs, entre guillemets, parce que c'est le terme qui est donné, mais cervidés, chevreuils, lapins. Et ça, on sait que sur des gros projets de reboisement, il y a un véritable sujet. Donc moi, je suis très fier aujourd'hui de pouvoir faire partie de ce projet, parce que comme tu l'as très bien dit, l'éco-conception, c'est bien, mais le but derrière, c'est d'avoir une performance qui est... certes, au-delà de vérifier en laboratoire, qui est vérifié sur le terrain, parce qu'il n'y a que le terrain qui parle. Et l'objectif, c'est que les hommes et femmes du terrain puissent nous montrer à tout le monde qu'on est capable de changer les choses avec quelque chose d'aussi simple qu'une coupe de cheveux. Voilà, merci. Je vais également juste laisser la parole. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout par rapport au produit. Par rapport au projet, j'en dévoilerai pas beaucoup plus parce que le projet, il est en train de se mettre en place avec le département. Donc, Monsieur Lagarde, qui représente le département, n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passerai juste la parole à Jacques, parce que juste pour qu'il me donne un petit peu son sentiment, parce que c'est lui qui va le mettre en œuvre. C'est lui qui va, on va ensemble vérifier, parce que je me suis engagé, moi, à aller vérifier en fait la durabilité du produit, son efficacité. On est en train de mettre également avec l'UNEP un protocole de vérification et de suivi en fait de l'innovation. Alors il s'avère que cette année c'est un paillage. Voilà, dans 2 ans on ne sait pas ce que ça sera. Ça va dépendre en fait des dossiers qui seront déposés. Et on espère que les paysagistes concepteurs pourront prendre le relais. L'idée, c'est ça, c'est que d'autres paysagistes concepteurs prennent le relais et viennent s'initier à cette tâche de l'innovation. Jacques, si tu as 2-3 petits mots à nous dire. Bonjour à tous, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Simplement qu'on est très content d'être associé à cette démarche qui permet un peu de tester in situ les vertus de ce nouveau matériau et d'avoir un retour sur investissement. Donc on vous transmettra un peu le résultat de la démarche. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. J'ai une interrogation par rapport aux produits éco-conçus. C'est ce qui semble tout à fait intéressant. C'est par rapport aux produits qu'on met sur ses cheveux, enfin voilà, aux teintures. Est-ce que vous avez réfléchi à leur impact sur l'environnement, quoi? Voilà. Alors, Merci.
Merci. Effectivement, c'était le gros sujet et c'est là-dessus qu'on a concentré effectivement nos recherches et investissements. Nous, en fait, on a effectivement un pôle R&D en interne qui a travaillé de nombreuses années, en fait plus de 2 ans sur ce sujet. Et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui, effectivement, ces 4 brevets, dont les 2 en extension internationale. Aujourd'hui, on a passé effectivement toutes les normes. On est capable, à partir de ce nouveau matériau, effectivement, c'est un nouveau matériau, de garantir son innocuité, on travaille avec des toxicologues, écotoxicologues, on travaille effectivement avec l'INRAE, pour ne pas les citer, avec Astredor, avec différents acteurs qui ont certifié effectivement que notre produit était conforme. Et c'est là où effectivement on est très fiers de dire qu'aujourd'hui on arrive à changer les choses, remplacer les fibres plastiques dans certains marchés par la fibre capillaire. Et ça nous a même valu une labellisation de la part du gouvernement parce qu'on a été reconnu comme d'utilité publique pour la protection de l'environnement par le ministère de la Transition écologique. Voilà, donc vraiment, je suis fier dans le sens où je me dis, il y a beaucoup de recherche qui est faite en France, sauf que malheureusement, souvent les chercheurs partent ailleurs. Et pourtant, cette expertise textile, parce que c'est de la fibre, on l'a ici, et là, c'est ici, proche de chez nous, que c'est réalisé et appliqué. Et ça fait partie des valeurs et des missions que je souhaite défendre. Bonjour à tous. J'avais une question au niveau de la dégradation sur le long terme aussi. Ça va être l'objet de l'analyse. Parfait, merci. Voilà. Je sais pas, alors peut-être que tu as une idée déjà. En fait, par exemple, si on est sur du 450 grammes par mètre carré, sur cette densité-là, on a justement une biodégradabilité sur 24 mois. Après, notre savoir-faire aujourd'hui fait qu'on est capable de faire du 600 grammes par mètre carré, du 750, du 1000. Et justement, en fonction du projet et du cahier des charges, on est capable justement de s'adapter. Et c'est là où, ensemble, on va pouvoir vérifier un certain nombre de choses par rapport aux conditions du sol, par rapport aux conditions d'utilisation, notamment de mise en place beaucoup plus professionnelle. Et moi, c'est ça l'important, c'est d'avoir un impact là où... c'est pas pour vendre 50 mètres carrés par-ci par-là, c'est demain d'avoir énormément d'impact et remplacer certains produits par cette alternative naturelle quand c'est bénéfique pour l'homme et pour l'environnement. Bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup du paysage, mais est-ce que c'est prévu d'avoir une utilisation éventuellement pour la distribution jardin, spécialisée jardin, dans un deuxième temps ? Alors oui, effectivement, bonjour. On a même du coup presque 2000 clients qui effectivement l'ont utilisé chez eux. On a 50 magasins revendeurs justement qui distribuent le produit. Alors en format 5 mètres linéaires par 80 cm de large. Et là aujourd'hui est prévu, parce qu'on a beaucoup de demandes, parce que finalement les restrictions d'eau touchent tout le monde, y compris chez nous, et de plus en plus tôt. Donc moi j'ai beaucoup de personnes me disant... comment je vais continuer à faire pousser des tomates pour mon barbecue cet été alors qu'à partir du mois de mai j'ai des restrictions d'eau. On a une vraie demande et moi je serais tout à fait ouvert effectivement à voir ce qu'on peut faire à ce sujet-là parce qu'il y a 17 millions de jardiniers en France, c'est 35% de la population française qui jardine et c'est autant de personnes qui sont concernées par les sujets de l'eau. Donc effectivement ça fait partie des développements. Moi, j'ai une petite question par rapport au BRF, par exemple, ou au feuillage mort qu'on peut mettre au pied des plantations. L'avantage de votre produit, sachant que le BRF et les feuilles de plantation, les feuilles mortes, permettent de conserver un échange entre l'air et le sol, avec la faune du sol, etc. Est-ce que votre produit permet ça également ? Est-ce qu'un ver de terre peut passer à travers votre produit et donc continuer son rôle dans la décomposition du sol et des matériaux bois ou feuilles ? Alors bonjour, on a effectivement fait un bon nombre nous d'études comparatives. Alors après il y a des choses effectivement qu'on veut aller pousser du coup de par notre projet sur le terrain. Nous, ce qu'on constate effectivement en travaillant avec notre pôle R&D et avec les différents acteurs, c'est que justement on n'a pas de phénomène d'évitement, au contraire on a un phénomène d'attraction, donc il y a vraiment c'est compatible justement avec justement la vie du sol et les lombriques notamment. Pour répondre à la question du BRF, moi je dirais qu'on est une solution complémentaire.
dans le sens où on va avoir certains acteurs du paysage qui remplacent complètement le BRF par notre produit et en sont très satisfaits. Certains autres, pour des applications encore plus spécifiques, vont mettre les deux en fait. Ils vont même rajouter du BRF par-dessus notre produit pour toucher, on va dire, certaines spécificités qu'ils n'auraient pas eu uniquement avec l'un ou avec l'autre. Et c'est là-dessus justement qu'on va aussi, nous après, travailler sur notre projet. Mais je vous invite à venir du coup sur notre stand pour qu'on puisse échanger là-dessus, parce qu'on a beaucoup de données aussi quantifiées concernant l'utilisation de nos produits. Et c'est aussi toute la force de ce salon, je pense. Juste pour compléter, alors ça n'a pas rapport forcément avec les échanges air-eau ou sol-air, mais l'utilisation du paillage des fois sur certains contextes de talus par exemple, voilà, c'est vrai que le BRF ou les feuilles, très très vite un coup de vent ou un coup de pluie ça a tendance à raviner, et c'est vrai que quand on utilise du paillage sous forme de rouleau, l'intérêt c'est que des fois on puisse le mettre sur des pentes un petit peu exceptionnelles qui fait que ça ne tiendrait pas. Donc des fois ça peut être aussi une solution unique parce qu'elle n'est pas forcément complémentaire mais elle est bien technique. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au coût. Est-ce que par rapport à un paillage classique, ça coûte plus cher ou pas? Bonjour. Alors après, bien évidemment, le coût dépend bien sûr des volumétries, de la densité, du format. Aujourd'hui, on se veut justement d'être compétitif. C'est un produit qui a été réalisé effectivement, le premier prototype, c'était il y a 3 ans. On a aujourd'hui, et ça c'est bien, depuis septembre, fait un vrai changement d'échelle au niveau production, qui fait que oui, on est capable d'être effectivement compétitif. Et c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est que moi derrière, c'est que ce produit soit utilisé pour qu'il y ait de l'impact. C'est pas d'arriver à un prix au mètre carré qui explose complètement les plafonds et qu'à la fin on me dise oui c'est bien, continue, mais on le prendra jamais. Non, au contraire, on est compétitif, et par rapport justement à tous les apports en termes d'utilisation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus de professionnels qui utilisent le produit, et même dans le milieu, ce que je disais, forestier, il y a énormément de demandes sur la partie forestière qui s'est accélérée aussi de par les plans de reboisement en ce moment même poussés par le gouvernement. Et moi, je suis fier de pouvoir répondre au mieux au cahier des charges des différents acteurs pour que ça puisse être utilisé de manière conséquente. Et le prix est forcément extrêmement important. Pas en termes de... Voilà, c'est important pour moi de correspondre à votre cahier des charges. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il est hors de prix. Au contraire. Tu nous fais une petite conclusion? Non, mais vous remercier. Je trouve que c'était passionnant parce qu'on a eu à la fois de l'innovation par le projet, par les produits, et je pense que c'est la seule solution. En tout cas, nous, c'est ce qu'on porte au sein de la FFP, c'est cette logique de cohabitation et de travail avec les entreprises, avec l'UNEP, avec les fournisseurs et avec les collectivités. On sent très bien que, étant isolés nous-mêmes en tant que concepteurs, on ne s'en sortira pas en travaillant chacun dans notre coin. Et là, je crois qu'on peut tous être vraiment étonnés et puis impatients de voir la suite vis-à-vis de ce projet-là, et également de celui qui a été présenté à Grenoble. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis je pense que la suite va arriver rapidement.